Ce ne sont que des vacances, dit-elle. Sa voix était imprégnée de cette douceur artificielle qu'elle portait comme un parfum quand elle avait envie de quelque chose. Delilah savait toujours comment paraître innocente, comment donner l'impression qu'elle offrait au monde une faveur plutôt qu'un avertissement. J'étais en train de couper des poivrons pour le dîner quand elle m'a appelé. Le grésillement de la poêle en arrière-plan semblait trop fort, trop normal pour ce qui allait arriver. Je me suis dit que ce serait bien que Zaria s'amuse un peu. Elle a dit, on va à la plage, moi, Grégory et les garçons. Juste un truc du week-end, tu sais, pour se rapprocher. Elle a ri, doucement et avec maîtrise. Rien de fou, juste des châteaux de sable, de la glace et de la crème solaire. Grégory loue un appartement au bord de l'eau. Je me suis arrêté, la main posée sur la planche à découper. Quelque chose m'a serré la poitrine. L'instinct peut-être, ou l'expérience. Mais j'ai entendu la voix de Zaria en arrière-plan. Papa, je veux y aller. S'il te plaît, je peux y aller? Maman a dit, on va voir des dauphins. Et comme ça, j'ai cédé. Parce que quand ta fille de 8 ans a l'air d'être heureuse au boudin, oui, on ravale ses soupçons et on essaie de ne pas jouer les méchants. J'ai dit à Delilah que tout allait bien et que j'avais déposé Zaria vendredi matin. Elle a fredonné son approbation comme si je lui faisais une faveur, que je ne renonçais pas à mon week-end avec ma fille. Parfait, a-t-elle dit, puis elle a raccroché avant que je puisse poser d'autres questions. J'ai regardé mon téléphone pendant un long moment après la fin de l'appel, la cuisine se tut, à l'exception de quelques crépitements d'huile dans la poêle. J'avais la poitrine lourde. Je ne pouvais pas l'expliquer, pas complètement. Ce n'était pas de la jalousie. J'en avais fini avec Delilah, et ce, à tous les niveaux. Mais je ne lui faisais plus confiance. Ni avec Zaria. Ni avec ses sautes d'humeur, ni avec son nouveau mari, Grégory, dont le sourire ne le quittait jamais. Pourtant, Zaria était survoltée ce soir-là, tandis qu'elle remplissait son petit sac à roulettes de maillot de bain, de tonnes et de ses lunettes de soleil rose préférées. « Je vais construire le plus grand château de sable du monde, papa, dit-elle en fourrant son carnet de croquis. Des crayons et des feutres, et je te ramènerai un coquillage. Je souris, lui ébouriffai les boucles et lui dis de prendre des photos. Elle me le promit, brandissant son petit polaroid comme un signe d'excitation. Je l'embrassai sur le front ce soir-là, m'attardai un peu plus que d'habitude et essayai de ne pas me faire un œil inexplicable. Vendredi matin, je l'ai conduite chez Delilah. Grégory se tenait sur le porche avec ses 2 fils, tous 2 de quelques années plus âgés que Zaria. Ils portaient des shorts de bain assortis et une expression ennuyée. Zaria courait devant, son sac rose cognant derrière elle sur les marches. Elle n'a même pas attendu que je me gare pour se jeter dans les bras de sa mère. Delilah m'a à peine regardé. Tout ira bien. Elle a crié par-dessus son épaule en rassemblant les enfants à l'intérieur. Je t'enverrai un texto quand on sera là. Mais elle ne l'a pas fait. Pas ce jour-là. Pas le lendemain non plus. Mes messages recevaient des réponses brèves, principalement des émojis ou des réponses d'un seul mot. Je ne voulais pas être l'ex-autoritaire. Je ne voulais pas inculquer la peur à Zaria en la vivant. Pourtant, je n'ai pas bien dormi. J'imaginais sans cesse sa petite voix m'appelant depuis le rivage ou assise à l'arrière du SUV de Grégory, les jambes ballantes, les yeux écarquillés, regardant des gens qu'elle connaissait à peine essayer de se faire passer pour de la famille. Dimanche soir, j'ai reçu un texto. Sur le chemin du retour, peux-tu être à la maison à 19h? J'attendais déjà dehors à 18h45. Zaria ne sauta pas hors de la voiture comme d'habitude. Elle se glissa lentement, son sweat à capuche abaissé sur la tête, malgré un angle de presque 32 degrés. Pas de salut, pas de rire, juste une posture affaissée et le silence. Elle serrait son carnet de croquis contre sa poitrine comme si c'était la seule chose qui la maintenait. Grégory ne prit même pas la peine de sortir de la voiture. Il regardait droit devant lui, le moteur toujours en marche. Delilah l'accompagna jusqu'au bord du trottoir et dit, « Elle est un peu fatiguée. » Nuit difficile. Tu sais comment sont les enfants. Zaria refusa de me regarder dans les yeux. Ses petites mains agrippèrent mon t-shirt quand je la pris dans mes bras. J'adressai un hochement de tête à Delilah, raide et formelle, et accompagnai ma fille jusqu'à la voiture. Son silence résonna tout le long du chemin. Une fois à l'intérieur, je lui demandai doucement, « Tu t'es bien amusée ?» Elle ne répondit pas. Elle a simplement enlevé ses chaussures et est allée directement dans sa chambre, fermant doucement la porte derrière elle, sans la claquer, ce qui aurait été plus logique,
la fermant simplement comme si elle ne voulait plus faire de bruit. Je lui ai laissé un peu de temps, 10 minutes, puis 20, puis 30. Finalement, j'ai frappé et entr'ouverte la porte. Elle était recroquevillée sur le lit, son sweat à capuche toujours sur la tête, serrant son oreiller comme si c'était la seule chose qui ne s'était pas retournée contre elle. Je suis entré et me suis assis au bord du matelas. Zaria. Elle refusait de me regarder. J'ai tendu la main, tirant doucement sur le bord de la capuche. Chérie, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a d'abord tressailli, puis m'a laissé la retirer. Je me suis figé. Chauve, ses belles boucles disparues. Son cuir chevelu était à vif par endroits, inégal, comme s'il avait été arraché, pas coupé. J'avais le souffle coupé en fixant ma petite fille, qui semblait maintenant une étrangère dans sa propre peau. Les larmes lui montèrent aux yeux, mais elle ne dit rien. Zaria, quoi? Qui a fait ça? Ma voix était déjà brisée. Elle déglutit difficilement, puis murmura. Maman dit, je te ressemblais maintenant, une perdante. Sa voix brisa quelque chose en moi dont j'ignorais même la possibilité. Elle disait que ça repousserait. Mais je devrais arrêter d'être une enfant gâtée. Sa lèvre inférieure tremblait. Les enfants de Grégory riaient. Ils disaient que je ressemblais à un extraterrestre. L'un d'eux prit une photo. J'ai demandé à maman de les arrêter et elle m'a dit de m'endurcir. Je l'ai prise dans mes bras, l'attirant contre moi. Elle sanglotait contre ma poitrine, petite et brisée, si loin de la fille qui m'avait promis de me rapporter une carapace. Je la serrai plus fort. Ce n'était pas que des vacances. C'était le début de la guerre. Elle ne parla pas beaucoup le lendemain matin. Quand je lui préparai ses crêpes, ses préférées, avec des pépites de chocolat en forme de smiley, elle les piqua. Simplement avec sa fourchette. Son sweat à capuche était toujours sur lui, serré autour de son visage malgré la chaleur estivale précoce qui s'infiltrait par les fenêtres de la cuisine. Dehors, le monde semblait normal. Les oiseaux gazouillaient. L'arroseur automatique des voisins giclait sur leur pelouse. Mais à l'intérieur, quelque chose avait changé. Ma fille était assise, voûtée à la table, les yeux baissés, le corps replié comme si elle voulait disparaître. J'ai continué à essayer. Tu veux aller à la librairie aujourd'hui? Ils ont peut-être la prochaine BD de Jasmine Fox. Elle a secoué lentement la tête. Je fixais toujours son assiette. On pourrait aller au parc après. Tu te souviens du canard à la patte tordue? Il était peut-être encore là, boitant comme s'il était chez lui. Un léger sourire a esquissé ses lèvres, mais il est mort aussi vite qu'il est apparu. Cette faible lueur m'a dit que quelque chose de plus profond était encore brisé. Pas seulement de la gêne, pas seulement de la tristesse. Elle avait honte. Et honte de quoi? De ses cheveux. Non, de ce qui lui avait fait croire sur elle-même. J'ai décidé d'attendre encore un peu avant d'en reparler. La laisser avancer à son rythme. Mais le soleil a commencé à percer les stores, éclairant le carrelage de la cuisine, et j'ai vu la sueur perler sur ses tempes. Elle s'est essuyée rapidement, me jetant un coup d'œil pour voir si je remarquais. Je n'ai rien dit. Pas encore. J'ai nettoyé la table en fredonnant un peu, une mélodie qu'elle aimait bien, tirée d'un de ses dessins animés. Elle n'a pas fredonné cette fois. Quand j'ai eu fini, j'ai fait lentement le tour de la table, me suis agenouillé près de sa chaise et ai doucement attrapé le cordon de sa capuche. Son bras s'est levé brusquement. Non. Sa voix a brisé le silence comme du verre. Elle s'est agrippée au bord de sa capuche, respirant vite, comme si on venait de la coincer dans une pièce sans fenêtre. Mes mains se sont figées. Je n'ai pas insisté. D'accord, ai-je dit doucement. D'accord, tu n'es pas obligé. Je veux juste m'assurer que tu ne brûles pas dans ce truc. Elle a détourné le regard, clignant rapidement des yeux. Ses petites mains tremblaient. Ma chérie, ai-je dit d'une voix calme. J'ai déjà vu. Tu te souviens d'hier? Elle ne répondit pas. Tes cheveux ne sont pas qui tu es. Tu le sais, n'est-ce pas? De nouveau, le silence. Je m'assis à côté d'elle, sans insister, juste près. Parfois, la présence est plus forte que les mots. J'attendis. Puis finalement, au bout de 5 minutes environ, j'en avais l'impression 30. Elle murmura, c'est pire aujourd'hui. Je clignai des yeux. Pire encore, elle hocha la tête.
J'inclinai la tête et passai doucement une main sur la sienne. Est-ce que je vois? Elle hésita, se mordillant la lèvre. Puis, après un moment de silence, elle repoussa lentement la capuche. J'en eus le souffle coupé. Il y avait de nouvelles marques, des griffures près de son oreille gauche. La peau était rouge, irritée. Quelqu'un avait fait plus que lui couper les cheveux. On lui avait gratté le cuir chevelu, probablement avec une tondeuse sans la bonne protection. Peut-être volontairement, peut-être par cruauté. Quoi qu'il en soit, ce n'était pas un accident. Saria cligna des yeux vers moi, les larmes aux yeux. On disait que je te ressemblais maintenant, une perdante. C'est maman qui l'avait dit. Ma poitrine se fendit. Elle l'a dit si doucement, si simplement, comme si ce n'était plus choquant. Comme si elle l'avait accepté comme une vérité. Je suis désolé, ai-je murmuré. Je suis tellement désolé. Sa lèvre inférieure a tremblé. Ils ont ri. Juno a filmé. Je pleurais et il riait. Je l'ai dit à maman et elle m'a dit d'arrêter de me plaindre. J'ai senti un feu monter en moi. Pas seulement de la colère, de la rage, mais je ne pouvais pas le lui montrer. Pas maintenant. Pas quand elle avait besoin de paix. Je l'ai ravalé comme du poison, le laissant s'incruster dans ma poitrine pendant que je me concentrais sur elle. Elle a dit, a ajouté Zarya d'une voix brisée. Il fallait que j'apprenne à ne pas dramatiser. Que j'agissais comme toi, comme si c'était une mauvaise chose. Je l'ai prise dans mes bras, je l'ai serrée comme si elle était en verre, j'ai embrassé le haut de son crâne nu. J'avais envie de pleurer, mais je ne l'ai pas fait. Non pas que je n'étais pas brisé intérieurement, mais parce que j'avais besoin qu'elle voie de la force en moi. Pas de contrôle, pas de fausse bravade, mais une force ancrée et centrée. Celle qui dit à un enfant, tu es en sécurité ici, même si le monde n'a pas de sens. Tu n'es pas comme ce qu'ils ont dit. J'ai murmuré, tu es forte. Tu es intelligente. Tu es drôle. Tu es gentille. Tu es la meilleure part de moi, Zarya. La meilleure chose que j'ai jamais faite dans cette vie. Ne laisse jamais personne, surtout pas elle, te rabaisser. Elle a sangloté de nouveau, plus fort cette fois. Le genre de pleurs qui viennent d'un endroit trop profond pour être nommé. Ses petits bras m'ont serré fort, leurs ongles s'enfonçant dans mon dos, et je les laissai tenir aussi longtemps qu'il le fallait. Lorsqu'elle s'est finalement retirée, elle s'est essuyé le visage avec la manche de son sweat à capuche. Dois-je y retourner, a-t-elle demandé d'une voix basse. Non, ai-je répondu immédiatement. On ne le fait jamais. Elle a hoché la tête comme si elle essayait de me croire. Après un après-midi tranquille, à regarder des dessins animés, des briques de jus et à dessiner dans le salon, elle s'est finalement endormie sur le canapé. La tête sur un oreiller, le sweat à capuche toujours sur la tête, mais légèrement plus ample maintenant. Je l'ai observé longtemps, essayant de comprendre comment on pouvait faire du mal à un enfant et appeler ça de l'éducation. Essayer de comprendre. Comment Delila, une femme que j'aimais autrefois, pouvait regarder cette petite fille et dire ces choses-là. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. J'étais assis à table, les yeux rivés sur mon vieux compte épargne. J'avais encore un accès partiel à l'acte de propriété de la maison, mon nom y étant toujours attaché, et tous les détails financiers que j'avais discrètement laissés intacts par décence, par civilité, par paix. C'était avant. Maintenant, c'était la guerre. Delila ouvrit la porte avec un sourire trop large pour être vrai, comme si elle s'était exercée devant le miroir sans parvenir à harmoniser ses yeux. Son sourire s'effaça légèrement lorsqu'elle me vit debout, seule, les mains le long du corps, la mâchoire serrée. Eh bien, dit-elle en inclinant la tête. C'est une surprise. Je ne suis pas là pour te faire une surprise, dis-je en entrant dans la maison sans attendre qu'on m'y invite. Où sont les cheveux de Zarya? Elle leva les yeux au ciel comme si je lui demandais si elle avait égaré une chaussette. Oh mon Dieu, tu es toujours là. Raya-t-elle en entrant dans le salon. Ce ne sont que des cheveux, Malik. Ça repoussera. Elle était dramatique, comme d'habitude. Je la suivis lentement, les yeux rivés sur l'endroit comme s'il m'était devenu étranger du jour au lendemain. Les mêmes murs beiges, les mêmes meubles sans art, mais maintenant tout paraissait plus petit, plus méchant, plus froid. Peut-être que ça avait toujours été le cas. Peut-être que je n'avais simplement pas voulu le voir. Elle a 8 ans, dis-je, 8 ans et elle pleure jusqu'à s'endormir, refuse de manger, a peur d'enlever son sweat à capuche parce qu'elle était humiliée. Ce n'est pas du drame.
C'est un traumatisme. Delilah s'est affalée sur le canapé comme si on prenait un café. Tu es si sensible. Tu l'as toujours été. Elle avait besoin d'être humiliée. Tu la câlines. Elle tient de toi cette énergie de chiot blessé. Franchement, tu devrais me remercier. Je la fixai du regard, essayant de comprendre les mots qui sortaient de sa bouche. Elle les prononça sur le ton qu'on emploierait pour parler de recyclage ou de course. Décontracté, détaché, comme si rien n'avait d'importance. Puis Grégory descendit l'escalier. Il portait un de ces polos de sport suffisants qui semblaient trop serrés autour des bras, comme s'il voulait que le tissu sache qu'il avait des muscles. Il haussa un sourcil, puis adressa un sourire nonchalant à Delilah. « Tout va bien ici ?» demanda-t-il. « On va bien », répondit-elle sans même lui jeter un regard. « Moi non plus », dis-je sèchement en me tournant vers lui. « Tu étais là. Tu as laissé tes fils adultes, se moquer de ma fille. L'un d'eux a filmé ma fille et Harry pendant qu'elle pleurait. Tu trouves ça bien ?» Grégory haussa les épaules comme si l'accusation ne le touchait même pas. Les garçons se moquent. Les enfants font des bêtises. Ce n'était pas si grave. C'était grave pour elle. Il s'appuya contre la rampe. Enfin, peut-être si elle n'était pas si douce. Le silence se fit dans la pièce. Je pris une longue inspiration. Chaque partie de moi me disait de partir avant de faire quelque chose que je ne pourrais pas revenir en arrière. Mais je ne bougeais pas. Pas encore. Delilah leva les yeux vers moi avec ce sourire dédaigneux qu'elle utilisait toujours pour te rabaisser. Elle est comme toi, Malik. Trop sensible, toujours la victime. Un petit cheveu en moins, et soudain, c'est la fin du monde. Elle n'a pas juste perdu ses cheveux, dis-je d'une voix calme, mais tendue. Elle a perdu confiance, dignité, sécurité. Elle pensait que tu l'emmenais à la plage. Tu les as laissés lui faire du mal. Delilah renifla. Tu agis comme si je l'avais rasé et jeté à l'océan. J'inclinai la tête. L'as-tu rasé? Tête? Elle piquait une crise, dit-elle en haussant les épaules. Elle refusait de mettre de la crème solaire. Elle ne voulait pas aller dans l'eau, ne voulait même pas sourire pour les photos, alors je lui ai dit d'arrêter de faire la gamine gâtée. Grégory a dit que c'était probablement parce qu'elle passait trop de temps avec toi, à toujours la materner. Puis elle a dit qu'elle détestait être ici et que tu lui manquais. Et honnêtement, ce fut la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Grégory a ri. Alors, elle s'est fait couper les cheveux. La belle affaire. Ce n'était pas une coupe, dis-je en serrant les dents. C'était une punition. Delilah se tenait debout, les bras croisés. Tu te fais toujours passer pour un héros. Mais tu ne le es pas. Tu es juste amère parce qu'elle préfère être avec nous. Elle m'a supplié de ne pas la forcer à repartir. Ses yeux ont cligné des yeux un instant. Juste un éclair, mais je l'ai vue. C'est une enfant. Les enfants ne savent pas ce qu'ils veulent. Elle en a eu assez pour pleurer pendant 2 jours d'affilée. Elle s'en remettra. Pas cette fois, dis-je doucement. Tu as traversé la. Elle leva de nouveau les yeux au ciel, mais elle avait moins confiance en elle. Oh, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu vas faire? Me traîner en justice pour une coupe de cheveux? Non, dis-je en faisant un pas envers elle. Je vais m'assurer que tu n'aies plus jamais le pouvoir de la blesser. Tu veux jouer à des jeux? D'accord, mais n'oublie pas. Je sais tout. Je suis au courant des comptes, de la maison, des mensonges. Son sourire narquois revint, mais il était tremblant maintenant. Des menaces creuses. Malik, tu as toujours plus parlé que tu n'as agi. J'ai regardé Grégory. Tu trouves ça drôle? Il haussa les épaules. Tu es juste furieux de ne plus la contrôler. J'ai souri. Juste une fois. Un contrôle absolu, c'est drôle. On ne s'en rend pas compte jusqu'à ce que quelqu'un comme moi décide de le reprendre. Grégory rit. Quoi? Tu vas débarquer avec tes feuilles de calcul et tes amis avocats? Non. Je vais te saigner à petit feu. Pas à coups de poing, avec des faits, des documents, avec chaque actif, chaque clause, chaque odeur que tu possèdes. J'avais oublié de lire les papiers. La voix de Delilah s'est brisée. Tu n'oserais plus. Je l'ai déjà fait, ai-je dit. Sur ce, je me suis retourné et suis sorti, calme, sans cri, sans menace par-dessus mon épaule,
juste le silence. Mais intérieurement, mes mains tremblaient parce que j'avais vu les ciseaux derrière son sourire. Et maintenant, j'en avais fini avec la gentillesse. La maison était silencieuse à mon retour. Zarya dormait dans sa chambre, recroquevillée sous la courte pointe en patchwork qu'elle avait confectionnée pour Noël dernier. Elle portait toujours son sweat à capuche, mais sa respiration s'était enfin calmée. Je suis resté longtemps sur le pas de la porte, à observer sa poitrine se soulever et s'abaisser lentement, le clair de lune dessinant de douces rides sur son visage. Je ne pensais qu'à son regard quand j'avais relevé sa capuche. Comment ses yeux n'avaient pas conservé une once de l'étincelle que je connaissais. Ils s'étaient creusés. Et c'était à cause d'eux. Ce soir-là, quelque chose en moi s'est retourné. Brisé peut-être, mais pas de manière bruyante et imprudente. Il ne s'agissait pas de ça. La vengeance. Ce n'était même plus une question de colère. C'était une question de protection, de clarté, de franchir enfin le pas. J'ai marché sur la pointe des pieds trop longtemps pour la paix, les apparences, la civilité. Ils avaient pris mon silence pour de la faiblesse, et j'en avais assez du silence. Je me suis assis à la table de la cuisine, mon ordinateur portable ouvert et une tasse de café froid intacte à côté de moi. L'horloge affichait 2h13 du matin en chiffres bleus ternes. Mon curseur planait sur le compte d'épargne joint dont Delilah n'avait jamais pensé à retirer mon nom. Pendant des années, je n'y avais pas touché. Je l'avais laissé là par courtoisie. Elle aimait appeler ça un surplus de bienveillance. Comme si cet argent n'était pas à moitié à moi. Mais elle l'utilisait comme une caisse noire sans fond depuis l'arrivée de Grégory. Week-end spa. Dîner chic, même ce satané séjour à la plage. Je n'ai pas hésité cette fois. Transférer le solde total. Mon compte courant. Clic terminé. Ensuite, il y avait l'hypothèque. Sa maison. Enfin, techniquement, la nôtre. L'acte de propriété était toujours en vigueur. Il y avait nos deux noms dessus. Encore une chose qu'elle avait supposé que je ne ferais jamais. Quand nous avons divorcé, elle m'a supplié de ne pas forcer la vente. Elle a dit que Zarya avait besoin de cohérence, et j'ai accepté parce qu'à l'époque, je croyais encore à la dignité partagée. Je croyais toujours qu'elle était capable de faire ce qui était juste pour notre fille. Je me suis connecté au portail de gestion immobilière de la banque et j'ai fait défiler la page jusqu'à la section des paiements automatiques. Chaque mois, je couvre la différence après que ces paiements aient été insuffisants. Discrètement. Pas de rappel, pas de merci. Désactiver le paiement automatique. Terminé. J'ai vu le statut passer à inactif. Mon pouce a tapoté la table en rythme, lentement, régulièrement. Il n'y avait pas de poussée d'adrénaline, pas d'élan de triomphe, juste le calme, comme l'air après une tempête. Je savais exactement ce que je faisais, et je ne me suis pas senti coupable une seule seconde. Puis sont arrivées les cartes de crédit. Elle en avait 2 à mon nom, des restes de l'époque où nous partagions un compte, et elle a juré de transférer son solde bientôt. Elle ne l'a jamais fait. J'avais ignoré les frais. J'avais pris l'habitude de les payer au fur et à mesure, de les classer. Jusqu'à présent, je me connectais et je bloquais les 2 cartes. Un clic, c'était tout. Je ne l'appelais pas. Je ne lui envoyais pas de SMS. Je ne laissais ni mot ni avertissement, car ce n'était plus une négociation. Elle avait violé quelque chose de sacré. Zarya n'était pas seulement ma fille. Elle était tout pour moi, mon centre, ma raison, et Delilah l'avait traitée comme un pion dans un jeu toxique auquel elle pensait jouer. J'ai fermé l'ordinateur portable et me suis adossé en arrière, expirant pour ce qui m'a semblé être la première fois de la journée. Ce n'était même pas de la satisfaction que je ressentais. C'était juste un apaisement profond. Le genre silencieux. Le genre qui n'a besoin ni d'applaudissements ni de témoins. Le réfrigérateur ronronnait doucement dans un coin. Dehors, une voiture passait dans la rue, ses pneus chuchotant sur l'asphalte. Et au fond de moi, je savais que l'avalanche allait arriver. Je me suis lancé. Il ne me faudrait pas longtemps pour les atteindre. Les finances de Grégory étaient dans un sale état. Je le savais parce que Delilah avait un jour laissé échapper une chose lors d'une violente diatribe. Quelque chose à propos de lui qui avait utilisé ses propres cartes de crédit au maximum et qui devait emprunter les siennes pour payer son camion. Elle l'avait dit comme si c'était drôle, comme si c'était mignon. Elle avait ri comme si ce n'était pas sa tempête qui se préparait. Je les avais laissés jouer à la maison à mes frais assez longtemps.
Quand le soleil a enfin commencé à percer à travers les stores, je me suis préparé un café frais et j'ai attendu. Zaria est sortie vers 8h30, se frottant les yeux et tirant sa couverture derrière elle. Le sweat à capuche était toujours sur elle, mais j'ai remarqué que les manches avaient été remontées cette fois. Un petit détail, mais ça voulait dire quelque chose. « Bonjour, ma belle », ai-je dit doucement. Elle s'est blottie contre moi sur le canapé sans un mot. Je l'ai prise dans mes bras et j'ai allumé son dessin animé préféré. Nous sommes restés assis comme ça un moment, juste tous les deux, l'écran clignotant, sa tête appuyée contre moi. Le monde semblait s'être à nouveau installé dans une certaine honnêteté, ne serait-ce que pour un instant. Mon téléphone a vibré à 9h12. Je n'ai pas eu besoin de regarder pour savoir qui c'était, mais je l'ai fait. Un message de Delila. « Qu'est-ce que tu as fait ?» J'ai souri. Je n'ai pas répondu. 10 minutes plus tard, un appel. J'ai laissé sonner. Puis un autre, puis un autre. J'ai attendu le 4e avant de finalement répondre. « Qu'est-ce qui se passe, Malik ?» Sa voix m'a frappé comme un essaim d'abeille. Forte, paniquée, furieuse. Ma carte a été refusée au supermarché. La banque dit que le compte épargne est vide. Et c'est quoi ce bordel avec le prêt immobilier? Ils disent qu'il est impayé pour le mois. J'ai bu une gorgée de mon café. Delila, ai-je dit, calme comme un lac. Tu te souviens du week-end dernier? Ces petites vacances où tu as emmené ma fille? Celle où tu as laissé des garçons l'humilier et où tu lui as rasé la tête parce qu'elle ne souriait pas assez pour tes photos Instagram. Elle s'est tue. Je me souviens. J'ai dit, et maintenant, toi aussi. Tu ne peux pas. Je l'ai déjà fait. Tu me gâches la vie. J'ai laissé planer cette idée un instant, puis j'ai dit, non, c'est toi qui l'as fait. J'ai simplement arrêté de payer l'addition. Puis j'ai raccroché. Zaria m'a regardé depuis le canapé, l'air curieux mais calme. Tout va bien? A-t-elle demandé. Je lui ai souri et j'ai repoussé une boucle de son front. Tout ne fait que commencer. La première fois que Zaria a refusé de dîner, j'ai pensé qu'elle était peut-être simplement fatiguée. Le deuxième soir, j'ai commencé à m'inquiéter. Le troisième, lorsqu'elle a repoussé sa soupe poulet et nouilles préférées et a dit qu'elle n'avait pas faim, j'ai su que nous étions entrés dans une impasse. Je l'observais de l'autre côté de la table, le visage à nouveau caché sous sa capuche. Elle ne la portait plus par honte. Pas vraiment. C'était devenu une armure. Son silence n'était plus seulement du chagrin. C'était de la protection, de l'instinct de survie. Son corps était dans la pièce, mais quelque chose en elle était toujours coincé sur le porche de cette maison de plage. Elle entendait encore ses enfants rire, ressentait encore la brûlure de la trahison de la seule personne censée la protéger. Elle. J'ai essayé de la cajoler doucement. Juste quelques bouchées, ma puce. Tu te sentiras mieux. Elle a secoué la tête sans la lever. Pas faim? J'ai hoché la tête, ravalant la douleur. Bon, ça va. Après l'avoir bordé ce soir-là, je suis allé dans le couloir et j'ai envoyé un texto à Amara. Moi? Tu peux venir demain? Elle se ferme. Amara fait déjà ses valises. Je serai là à midi. Amara avait toujours été la personne sûre de Zaria. Ma petite sœur. Féroce, drôle, pleine de chaleur. Elle avait été la première à traiter Delila de manipulatrice il y a des années, bien avant que je puisse l'admettre. Zaria l'adorait, et là, j'avais besoin de renfort. Le lendemain, Amara est arrivée avec une valise pleine de livres, de collations et de matériel d'art. Elle a franchi la porte comme si elle arrivait à une colonie de vacances. « Où est ma copine ?» a-t-elle dit, assez fort pour que Zaria l'entende depuis sa chambre. Zaria a jeté un coup d'œil depuis le couloir. Hésitante. Amara sourit et tomba à genoux. « Tu vas me faire attendre ici comme une moins que rien ?» Zaria cligna des yeux. Puis, lentement, elle s'approcha et s'enfouit dans les bras d'Amara. Pour la première fois depuis des jours, je la vis se fermer les yeux, réconfortée. Amara était restée pour le week-end. Elle cuisinait avec Zaria, lui faisait la lecture, l'aidait à confectionner des fleurs en papier et à les accrocher au pied de son lit. Elle ne la forçait pas à parler, ne forçait pas ses sourires. Elle restait juste près d'elle et immobile, exactement ce dont Zaria avait besoin. Mais même là, les ombres persistaient.
Saria se taisait au milieu de ses rires. Elle sursautait quand un téléphone sonnait ou qu'une porte claquait trop fort. Et elle n'enlevait jamais son sweat à capuche, pas même au coucher. Dimanche après-midi, j'ai pris une décision. J'ai appelé le docteur Mirabel Stone, une psychologue pour enfants avec laquelle j'avais travaillé au centre communautaire. Elle avait aidé des enfants dans des situations difficiles et était vivement recommandée pour les cas de traumatisme. Elle nous a reçus lundi dans son confortable bureau à domicile. Ça sentait le jasmin et les vieux livres. Zaria s'est accrochée à ma main en entrant, sa poigne faible mais ferme. Le docteur Stone s'est immédiatement accroupi à sa hauteur. « Salut Zaria. Je suis Marbel. Tu n'es pas obligé de parler si tu ne veux pas, mais j'ai un canapé vraiment confortable et les meilleures punaises du monde. » Zaria n'a pas répondu, mais elle a fait un petit signe de tête. Je suis sorti pendant qu'elle parlait, ou plutôt, pendant que Marbel parlait et que Zaria restait assise tranquillement au bord de son siège. Je regardais par la petite vitre de la porte, le cœur battant comme si j'étais celle qui était jugée. Après la séance, Marbel est sortie seule et a doucement refermé la porte derrière elle. Elle est là en train de dessiner, a-t-elle dit. On ne me laisse pas voir pour l'instant, mais elle est en sécurité. J'ai hoché la tête. Est-ce qu'elle va bien? Marbel m'a regardé attentivement. Elle a été blessée émotionnellement. Sa confiance a été trahie par quelqu'un sur qui elle comptait. Que s'est-il passé avec sa mère? Ce n'est pas seulement une mauvaise chose. Souvenir. C'était une trahison de sécurité. Elle a intériorisé la honte, la confusion et des problèmes d'estime de soi. C'est pour ça qu'elle ne mange pas, qu'elle ne parle pas. J'ai dégluti avec difficulté. Comment arranger ça? Tu ne résous pas ça, Malik. Tu laisses de la place. Tu lui montres qu'elle est en sécurité maintenant et tu continues à faire ce que tu fais, à lui demander de l'aide, à rester stable, à être présent, mais plus que tout, elle a besoin de savoir que ce n'était pas sa faute. Elle a dit qu'elle se sentait comme une perdante comme moi. J'ai dit doucement. C'est ce que Delila lui a dit. Le visage de Marbel s'est assombri. Ce n'est pas de l'éducation. C'est de la violence psychologique. J'ai hoché la tête. Je le savais déjà, mais entendre quelqu'un d'autre le dire à voix haute m'a fait prendre conscience de la réalité plus profondément. Elle a posé une main sur mon épaule. Elle a un long chemin devant elle. Mais le fait qu'elle tait, c'est sa meilleure chance. Ce soir-là, après l'avoir bordée et Kamara l'ait embrassée sur le front, je suis resté assise à ses côtés quelques minutes, la serrant simplement dans mes bras. Main. Elle murmura, tu crois qu'ils repousseront un jour? Je passai une main sur son cuir chevelu, douce comme une brise. Ça repoussera. Chaque mèche, est plus forte, marqua-t-elle. Je ne veux pas qu'on se moque de moi. Ils ne le feront pas, dis-je. Et s'ils le font, ils ne s'approcheront pas assez pour recommencer. Elle leva les yeux vers moi, les yeux grands ouverts et vitreux. On a acheté des perruques au magasin aujourd'hui. Je sais, dis-je. Je n'en aimais aucune. Ce n'est pas grave. Elle prit une inspiration, à peine audible. Ils sauront que c'est une fausse. Je me penchai et l'embrassai sur le front. Ils sauront que tu es courageux. Sa main se serra plus fort autour de la mienne. Et dans ce silence, je sus que je venais de faire un vœu. Pas avec des mots, mais avec tout ce que j'avais. Je ne la laisserai plus jamais souffrir comme ça. Ni par Delila. Ni par personne. Pas tant que je respirais encore. C'est cette question qui m'a brisé. Elle me l'a posée juste après que je l'ai bordée. Sa voix était si basse qu'elle traversa à peine la pièce. J'étais en train de lisser le bord de sa couverture, d'ajuster l'ours en peluche qu'il avait autrefois accompagné partout, mais qui était maintenant assis, raide, à côté d'elle comme une relique oubliée. Ses yeux étaient grands ouverts, fixés sur le elle s'est levée comme si elle essayait de compter chaque étoile qu'elle ne voyait pas. J'ai juste dit, je t'aime, Peanut. J'arrive tout de suite. Et elle a murmuré, pourquoi maman me détestait? Ma main s'est figée. Au début, je n'ai pas cru bien l'entendre. Mais quand je l'ai regardée, vraiment regardée, il n'y avait aucune confusion, aucune curiosité, juste de la dévastation. Ce n'était pas une question alimentée par une incompréhension d'enfant. C'était quelque chose qu'elle portait en elle depuis des jours, peut-être plus longtemps, le laissant pourrir et suppurer jusqu'à ce qu'il se répande dans la pièce sombre entre nous. Je me suis rassis au bord de son lit et j'ai essayé de ravaler le nœud qui me serrait la gorge.
Elle ne te déteste pas, Zaria, ai-je commencé. Mais même en sortant de ma bouche, ces mots avaient le goût d'un mensonge. Elle cligna lentement des yeux, une larme glissant sur le côté de son visage et jusqu'à la racine de ses cheveux. Alors pourquoi avait-elle dit ça? Pourquoi m'avait-elle coupé les cheveux et traité de perdant? Pourquoi avait-elle ri quand Juno s'était moquée de moi? Je n'avais aucune réponse sensée, car la cruauté n'avait aucune logique. Aucune raison pour qu'une mère prive sa propre fille de sa dignité et appelle cela de la discipline. J'avais essayé pendant des années de croire que Delilah était simplement dépassée, brisée à sa manière. Mais cette croyance m'avait coûté trop cher. Elle avait coûté à Zaria quelque chose que je ne pouvais pas remplacer. J'ai pris sa main et l'ai serrée entre les miennes. Parfois, dis-je lentement, les gens font vraiment mal parce qu'ils n'ont pas affronté leur propre douleur. Ils la portent comme un poison et, au lieu de guérir, ils la déversent sur les autres, surtout sur leurs proches. Elle tourna la tête vers moi. Comme maman. Oui, dis-je doucement. Comme maman. Est-ce qu'elle t'a fait ça aussi? J'ai souri, mais le sourire n'a pas atteint mes yeux. Elle a essayé. Est-ce que ça a marché? Non, dis-je, parce que j'avais. Toi. Ses yeux se remplirent de larmes et elle attira ma main sur sa joue. Je ne veux plus la revoir. J'acquiesçai lentement. Tu n'es pas obligé. Je te le promets. Elle resta silencieuse un long moment après ça. Sa respiration finit par s'accentuer. Ses doigts entouraient toujours les miens tandis qu'elle sombrait dans un sommeil qui ne semblait pas paisible, juste nécessaire. Je restai assis là longtemps après son sommeil. Écoutant le faible bruit de son éventail, observant sa poitrine se soulever et s'abaisser comme si c'était la seule chose qui me retenait. Quand je me levai enfin et quittai la pièce, j'eus l'impression d'avoir vieilli de 10 ans. Mon cœur me faisait mal, mais quelque chose de plus froid commençait à se former sous la douleur. La résolution. Une arête vive là où la douceur régnait autrefois. Je ne voulais pas seulement que Delilah sorte de nos vies. Je voulais qu'elle rende des comptes. Et cela signifiait plus que tirer les ficelles financières ou couper les vivres. Cela signifiait le tribunal. Cela signifiait les archives. Cela signifiait la garde. J'appelai mon avocat le lendemain matin. La garde exclusive, demanda-t-il, répétant la question comme s'il avait besoin de l'entendre à nouveau pour y croire. Oui, j'ai dit. Et des visites supervisées, le cas échéant. Je veux une documentation de ce qui s'est passé. Évaluation psychologique, témoignage si nécessaire. Je ne laisse plus ma fille recommencer. Il y avait alors une pause sur la ligne. Très bien, nous devrons commencer à construire un cas. Avez-vous des messages, des photos, quelque chose qui prouve des dommages émotionnels? J'ai tout ce que j'ai dit. Capture d'écran, texte, vidéo des conséquences de la coupe de cheveux, témoignage de Zaria, et je l'ai déjà emmené au docteur Marblestone. Nous obtenons des rapports écrits. Il a sifflé bas. Vous êtes venu préparer. J'ai fini de demander bien. Il s'est mis au travail tout de suite. Les documents, les mouvements, la documentation formelle qui a peint la vérité d'Elilah avait passé des années à essayer de se tordre. La vérité était moche, mais c'était la nôtre. C'était Zara, et j'allais le maintenir devant le monde comme un bouclier. Delilah a dû détecter le changement car en milieu de semaine, elle appelait à nouveau sans arrêt. Ces messages allaient de la plaidoirie, soyons raisonnables, Malik. À menacer. Je vais m'assurer que le juge entend mon côté. On a même dit, vous armez votre fille contre moi. C'est un abus. Je n'ai répondu à rien. J'ai laissé le silence parler. La prochaine fois que Zaria est venue dans la cuisine, elle ne portait pas son sweat à capuche. Sa tête était toujours nue, mais elle se tenait un peu plus droite. Elle ne parlait pas beaucoup, mais elle a versé sa propre céréale et s'est assise à la table avec un livre devant elle. Regardez-vous, dit-elle doucement. Lire avant le petit déjeuner. C'est un comportement universitaire. Zaria a craqué un petit sourire. Cet après-midi, nous sommes allés à la bibliothèque. Elle ne voulait pas entrer au début, effrayant que quelqu'un riait. J'ai donc proposé d'aller en premier et de vérifier l'espace. Quand elle est finalement entrée à l'intérieur, j'ai vu le bibliothécaire sourire chaleureusement et offrir une feuille d'autocollante. Zaria l'a pris avec un doux merci et l'a glissé dans son cahier. Ce soir-là, quand je me suis assis à côté d'elle pendant l'une des séances de Marbel, elle a dit tranquillement au médecin, je ne pense plus que ce soit ma faute.
Marbel me regarda et sourit doucement. C'est une chose très courageuse à dire. Zaria hocha la tête, puis a ajouté, je pense que maman est celle qui est brisée. On ne l'a pas dit avec colère. Il n'a même pas été dit avec tristesse, juste clarté. Et c'est à ce moment-là que je savais qu'elle guérissait petit à petit, je savais ce que je devais faire de la protection de la cour. Pour elle, vieux envireur. Une violette avec de minuscules étoiles d'argent. La faisait parfois tressaillir, mais aujourd'hui, elle se tenait un peu plus grande. Qui comptait plus que toute autre chose. Quand elle s'est finalement enfuie pour attraper son sac à dos, j'ai décroché le téléphone, l'ai appuyé sur mon oreille et je n'ai rien dit. Malik. La voix de Delila est passée à travers la main et la tranche. Pas le ton sucré et sarcastique qu'elle utilisait habituellement. Celui-ci était brut, non poli. Vous avez tout gelé. Je ne peux pas payer la banque. Le magasin a refusé ma carte. L'hypothèque n'a pas été passée. Qu'est-ce qui se passe? J'ai regardé le mur de la cuisine sur la liste que Saria avait dessinée avec Amara hier soir. 2 petites étoiles pour chaque bonne journée qu'elle avait. 3 de suite jusqu'à présent. Ils vont prendre la maison. Delila hurle. J'ai 2 enfants. Malik, tu ne peux pas nous laisser comme ça. Je pouvais presque l'entendre rythmer. Je pourrais l'imaginer. Son téléphone se serra dans une main, une fureur peinte sur son visage, le contrôle poli qu'elle s'est tarié de s'effondrer comme un vieux plâtre. Grégory en arrière-plan probablement trop fier pour admettre qu'il échec de la fourniture. Il était toujours plus facile pour eux de me blâmer que de faire face à leur propre décomposition. Tu aurais dû y penser, dis-je, la voix calme et froide. Avant que vous ne vous sentiez sans valeur. Son souffle a pris. Elle ne l'attendait pas. Elle s'attendait à plaider. Peut-être la négociation, mais pas ceci. Tu es ridicule, a-t-elle cassé. C'était juste des cheveux. Vous agissez comme si je la jetais d'un pont. Elle a pleuré pour dormir pendant 5 nuits, dis-je. Elle m'a demandé si tu la détestais. Elle a cessé de manger. Elle n'a pas souri sans autorisation depuis des jours. Et vous vous inquiétez de votre pointage de crédit? Il y avait du silence. Ensuite, les enfants de Grégory ont également besoin d'un toit au-dessus de la tête. J'ai cligné des yeux. Ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas sa tromperie. C'était sa priorité, les nommant devant sa propre fille. Ce n'est pas ma responsabilité, dis-je catégoriquement. Vous avez toujours été égoïste, a-t-elle craché. Même lorsque nous nous sommes mariés. Toujours jouer la victime, comme le monde vous doit quelque chose. Non, dis-je. J'ai juste arrêté de vous laisser écrire le script. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Cet après-midi-là, la lettre de forclusion officielle a été livrée. J'ai vu la signature de l'avocat de la banque, quelqu'un que je connaissais d'une collecte de fonds communautaires l'année dernière. L'ironie ne m'échappe pas, Delila avait toujours traversé la vie avec cet air arrogant, comme rien ne pouvait la toucher. Message vocal. Le message était empreint de panique. J'ai besoin d'une semaine, Malik. Juste une semaine pour arranger les choses. Je ne voulais pas la blesser. Je jure que j'étais juste fatigué, frustré. Tu ne sais pas ce que c'est que de se faire tout retomber dessus tout le temps. S'il te plaît, je ferai mieux. Je m'excuserai. Ne fais pas ça. Mais ce n'était pas des excuses. C'était une négociation masquée par des regrets. J'ai transmis le message à mon avocat. Chaque mot comptait désormais. Le lendemain matin, il déposait la motion d'urgence. Audience accélérée incluse dans le dossier. Le rapport de Marbel, une transcription du témoignage de Zaria, de la documentation de la violence financière et de la vidéo du fils de Grégory avait publié brièvement sur les réseaux sociaux avant de le supprimer. Zaria sanglotant, ou d'à moitié, tandis qu'un garçon zoomait et rit. Mercredi, j'ai obtenu la notification. Audience prévue, le juge Colton Vega. Vega n'était pas connu pour sa patience. Il était émoussé, mesuré et détestait la négligence parentale. Delila n'avait aucune idée du type de champ de bataille sur le point de monter. Je n'ai pas dit à Zaria tous les détails, juste que nous allions parler à un juge de s'assurer qu'elle n'a jamais eu à aller nulle part qu'elle ne voulait plus. Elle n'a rien dit au début, hocha juste la tête et se pencha à mon côté. Amara peut-elle venir aussi? Bien sûr, j'ai dit. Elle sera là avec nous. La veille de l'audience,
je me tenais dans le couloir devant la chambre de Zaria. Elle dormait avec le bandeau violet toujours en place. Elle s'était dessinée une autre étoile sur sa bonne journée dans son rang. J'ai pensé à tout ce que j'avais toléré au nom de la civilité. Comment j'ai laissé Delilah éloigner ma présence dans la vie de ma fille juste pour maintenir la paix. Comment j'ai avalé les insultes, pardonné de la cruauté, payé des factures sans question et souri à des réunions provoquées par le tribunal pour des objectifs parentaux partagés. Mais c'était fini. Delilah pouvait crier tout ce qu'elle voulait. Elle pouvait pleurer dans sa maison, son style de vie, sa réputation. Je m'en fichais si elle était tombée. Je me souciais seulement de ne pas traîner Zaria avec elle. Et non, elle ne pouvait pas parce que je tenais enfin la ligne. Le jour d'une audience est arrivé avec une clarté froide. Il n'y avait pas de nuages dans le ciel, mais l'air portait ce poids, le genre que vous ressentez dans les salles d'audience et les cimetières. J'ai habillé Aria dans son pull rose doux et sa jupe bleu marine, sa demande. Elle a même choisi le clip rose assorti pour aller avec les minuscules germes de cheveux commençant à jeter un œil le long de son cuir chevelu. Elle avait dit tranquillement, je veux pour avoir l'air courageux. Et elle l'a fait. Je portais un costume gris, pas flashy, juste solide, fiable, le genre de présence qu'une fille pouvait regarder et se sentir ancrée. Amara nous a rencontrés aux marches du palais de justice, ses mains glissant dans Zara alors que nous marchons à travers les détecteurs de métaux. À l'intérieur, les lumières fluorescentes bourdonnaient basses au-dessus de notre tête, et tous les couloirs sentaient comme du papier et des tensions. Mon avocat, ma permission, nous avons rencontré le cours à l'extérieur, avec du papier et des tensions. Mon avocat, Grete Persson, a une pile de dossiers à la cour, la voix calme et ferme. Le juge Vega est rigoureux. Il a dit qu'il agirait vite. Restez calme. Nous avons les documents. Nous avons les rapports des thérapeutes. Nous avons la vidéo. Elle n'a aucun argument pour se défendre. J'ai hoché la tête. Zaria a serré ma main plus fort. Delilah est arrivée avec 7 minutes de retard. Elle portait un tailleur pantalon anthracite, les cheveux fraîchement coiffés, un talon pointu à se piquer. Son rouge à lèvres était parfait. Ses ongles correspondent à ses chaussures, mais ses yeux les ont donné les yeux. En espérant que cela ne se cassera pas tout en sachant secrètement qu'il l'a déjà fait. Grégory n'était pas avec elle. Je savais pourquoi. Après la forclusion, il avait déposé une séparation officielle pour garder son nom hors du navire qui coule. Lâcheté et chaussure de créateur. Lorsqu'elle s'est assise en face de nous, son regard s'est dérivé vers Zaria. Et pendant un moment, juste un scintillement, j'ai vu quelque chose comme la honte sur son visage. Mais alors il était parti. Avalé par la défensive. Le balef a appelé notre cas. Nous nous tenions à l'intérieur. La salle d'audience se sentait plus froide que le hall. Le juge Colton Vega n'a pas levé les yeux lorsque nous sommes entrés. Il feuillait les papiers avec des verres de lecture perchés bas sur son nez. Il était chauve, mâchoire carrée. Pas de absurdité. Quand il a finalement levé les yeux, il regarda directement Delilah. « Mademoiselle Bennett, dit-il catégoriquement. Tout un fichier que j'ai lu. Monsieur Carter, il s'est tourné vers moi avec un bref hochement de tête. Merci d'être rapide. Nous nous sommes assis. Grant s'est ouvert en mettant tout dans l'ordre chronologique clair, le soutien financier que j'avais fourni depuis le divorce, l'existence de mon nom sur l'hypothèque, la preuve de l'utilisation abusive de Delilah des fonds communs. Puis il a apporté la lettre de Marbel. Le retrait émotionnel de Zaria, les symptômes de traumatisme, le refus de manger ou de socialiser après le voyage à la plage. Il a montré la vidéo. Seulement 10 secondes, mais assez longtemps. Zaria sanglotant, Juno riant, Delilah en arrière-plan ne faisant rien. À la fin, la salle d'audience était silencieuse. Puis Vega se tourna vers Delilah. Niez-vous que cela a eu lieu? Elle s'éclaircit la gorge. Votre honneur, les enfants exagèrent. C'était une coupe de cheveux. Elle était provocante. Elle a refusé de s'engager avec la famille. Et oui, il y avait de la discipline, mais ce n'était pas un abus. Vega cligna des yeux lentement. Vous envisagez de raser la tête d'une fillette de 8 ans pour être une discipline provocante? Elle avait une attitude. Grégory et moi essayions de la faire participer et elle a fait une scène. Il se pencha en avant. Vous avez donc puni un enfant en modifiant son apparence physique dans un humiliating way, puis a permis aux autres à la maison de se moquer de elle, de l'enregistrer et de la publier en ligne. La voix de Delilah vacille.
Je ne l'ai pas posté, mais vous avez permis que cela se produise. Elle a faibli. Ce n'était pas mon intention. Vega se tourna vers Zarya. Jeune femme, seriez-vous prêt à me parler juste un instant? Zarya me regarda, nerveux. J'ai hoché la tête doucement et elle se leva. Amara a donné une petite pression à sa main alors qu'elle se dirigeait lentement vers le banc. Vega adoucit sa voix. Zarya, je suis vraiment désolé que cela vous soit arrivé. Je veux que vous sachiez que rien de ce qui s'est passé n'est de votre faute. Vous n'avez rien fait de mal. Zarya hocha la tête. Est-ce que votre maman vous a expliqué pourquoi elle vous a coupé les cheveux? Vega s'éclaircit la gorge et se pencha en arrière. Merci, ma chérie. Tu peux t'asseoir. Zarya revint vers moi. Je me penchai, la pris dans mes bras et murmurai, tu es incroyable. Elle hocha la tête contre mon épaule, et je sentis son corps trembler. Vega se tourna vers Delilah. Mademoiselle Bennett, vos actes étaient plus que négligents. Ils étaient émotionnellement violents, imprudents et totalement injustifiés. On démontrait un schéma d'utilisation de votre enfant comme outil pour faire un contrôle sur votre expulsion et un mépris choquant pour le bien-être psychologique de votre fille. Delilah ouvrit la bouche pour parler, mais il leva une main. Assez. J'ai entendu plus que ce dont j'avais besoin. Il s'est tourné vers moi. Monsieur Carter, la garde physique et juridique complète vous est accordée. En vigueur immédiatement. Mademoiselle Bennett, vous n'aurez aucun contact sans surveillance avec l'enfant. Toute visite doit être approuvée par un conseiller familial agréé après des preuves de progrès et de conformité à la thérapie par cours à la cour. Delilah halta. Vous ne pouvez pas. Je ne peux pas, Vega interrompit. Et je viens de le faire. Le gave est tombé avec un dernier bruit sourd. Je n'ai pas célébré. Je n'ai pas encouragé. J'ai juste fermé les yeux et respiré. C'était fini. À l'extérieur du palais de justice, Delilah se tenait sur les marches, ses mains tremblant en composant quelqu'un, probablement Grégory. Elle ne nous a pas regardés. Zarya ne l'a pas regardé. Amara enroula son bras autour de Zarya alors que nous nous dirigeons vers la voiture. Ma fille était silencieuse, mais il y avait quelque chose de différent dans son silence maintenant. Ce n'était pas le silence de la peur. C'était le silence qui vient après Thunder. Lorsque vous savez que la tempête s'est écoulée et qu'il vous reste la reconstruction. Elle a tendu la main et m'a attrapé la main pendant que nous marchons. Je n'ai pas à retourner. Je lui ai serré les doigts. Plus jamais. Certains matins se faufilent sur vous comme un cadeau que vous ne vous attendiez pas à déballer. Ce jour était comme ça. La lumière du soleil a coulé par les fenêtres de la cuisine sans résistance, en attrapant les bords des aimants du réfrigérateur et en rebondissant sur les bols de céréales avait laissé de côté la nuit précédente. Je me tenais au poil en retournant les crêpes quand j'ai entendu ses pas lents d'abord, puis ramassant comme si elle chassait quelque chose en elle. Papa, dit-elle. J'ai tourné. Elle se tenait dans le couloir, clignotant contre la lumière du matin. Sa chemise de pyjama était froissée, mais il y avait quelque chose de nouveau dans sa posture. Elle souriait vraiment, pas prudente, pas celle qui demande la permission avant qu'il n'apparaisse. Elle se rapprocha, inclinant la tête comme si elle avait un secret. Papa, ça revient. Il m'a fallu une seconde pour comprendre. Elle tourna légèrement la tête et pointa vers le fuzz doux qui fleurit sur son cuir chevelu. De minuscules boucles s'élevant avec défi vers le plafond comme s'ils attendaient leur moment. Le bandeau rose qu'elle portait faisait doucement coupant les nouveaux cheveux en avant. Elle n'avait pas le capot. Elle ne l'avait pas touché depuis des jours, mais c'était la première fois qu'elle le disait à haute voix, reconnaissait la repousse, pas seulement de ses cheveux, mais d'elle-même. Mon sourire est venu lent et plein. Regardez ça, murmurai-je. Je te l'ai dit. Plus fort que jamais, elle hocha la tête. Je ne voulais pas le regarder au début, mais la nuit dernière, je tournai le miroir vers la fenêtre pour que la lumière puisse frapper juste. J'ai vu les boucles. Elle est entrée dans la cuisine et a ouvert l'armoire pour sa tasse préférée, la violet avec la lèvre ébréchée. Puis-je avoir un cacao chaud? Vous pouvez avoir ce que vous voulez, je me suis regardé. Elle a atteint les minuscules masques, les comptant soigneusement. Je ne l'avais pas entendu du tout, mais maintenant il a rempli la pièce comme la lumière du soleil. À l'école. C'était son premier jour de retour après près de 3 semaines. Elle avait manqué une excursion, 2 fêtes d'anniversaire et un récital musical. Mais maintenant,
Elle était assise sur le siège arrière avec son sac à dos zippé et ses épaules au carré. « Tu es nerveux. » ai-je demandé en arrivant un peu dans le parking, a-t-elle admis. Mais je suis aussi excité. Rappelez-vous de quoi nous avons parlé? Elle hocha la tête. Si quelqu'un demande, je dis la vérité que je veux dire. Et s'ils sont méchants, je m'éloigne. Et s'ils sont gentils, je souris. Nous nous sommes arrêtés vers le trottoir. Son professeur, mademoiselle Hardrove, se tenait près de la porte d'entrée, agitant les enfants à leur arrivée. Quand elle a vu Zaria, son visage s'est allumé. « Bienvenue, Miss Carter » appela-t-elle. Zaria sourit et déboucha sa ceinture de sécurité. Avant de sortir, elle se tourna vers moi. « Et s'il demandait pourquoi mes cheveux sont courts ?» Je l'ai regardé avec soin. « Que voudriez-vous dire ?» Elle haussa les épaules. « Je pourrais dire. Je l'ai coupé pour essayer quelque chose brave. » J'ai senti ma gorge se resserrer. « C'est parfait. » Elle ouvrit la porte et sortit. Alors qu'elle se dirigeait vers le bâtiment, quelques enfants ont regardé son chemin. Une fille se pencha pour chuchoter à une autre, mais Zaria n'a pas tressailli. Elle a redressé ses épaules et a continué à marcher. Ce soir-là, quand je l'ai ramassée, elle est montée dans la voiture avec des joues rouges et un sourire si large qu'il ressemblait à l'été. « Comment ça s'est passé ?» j'ai demandé. Je leur ai dit que je l'avais coupé exprès. Elle a dit, pour un changement, pour le courage, et ils ont dit que c'était cool. Tyler a dit que j'avais ressemblé à un super-héros en formation. J'ai ri. Il n'a pas tort. Cette nuit-là, elle a encore dessiné, quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des semaines. Elle était assise à la table avec ses crayons de couleur, la langue qui s'échappe en concentration. Quand elle a fini, elle l'a tenu, un dessin d'elle-même, debout sur une colline, portant une cape rose, des cheveux courts, une tête haute. Elle l'a intitulé The Brave Girl. Amara l'a encadré. Le lendemain à école, Zaria a commencé à répondre à plus de questions. Elle s'est portée volontaire pour aider à distribuer des papiers. Elle s'est levée en cours de musique et a joué aux tambourines pendant un jeu de rythme. Un après-midi, mademoiselle Hardrove m'a appelé pour dire que Zaria avait réconforté un autre étudiant qui a pleuré après être tombé pendant la récréation. Elle s'est agenouillée à côté d'elle, a dit le professeur, et a dit « Vous êtes toujours fort même lorsque vous êtes triste ». Je me suis assis avec cette phrase toute la nuit. La décision du juge nous avait donné plus que la garde. Il avait donné à Zaria l'espace pour reconstruire. Plus de menaces. Plus de week-ends forcés. Delila avait envoyé une lettre par son avocat. Une vague tentative de demande de visite par le biais d'un thérapeute familial. Mon avocat a conseillé que nous ne répondons pas encore. Le tribunal avait fixé les conditions. Pas de contact sans approbation thérapeutique. Et Zaria n'avait pas posé de questions sur sa mère une fois. Je ne l'ai pas évoqué. Je ne le ferai pas. Pas à moins qu'elle ne l'ait fait. Au lieu de cela, je l'ai laissé remplir à nouveau notre maison de couleurs. Des livres, de la musique, du rire et des dessins collés au réfrigérateur. Chaque nuit, elle en a ajouté un autre étoilé au tableau du mur. Nous avons cessé de compter après 10, a-t-elle déclaré. Je n'ai plus besoin des étoiles, papa. Je sais quand j'ai une bonne journée maintenant. Puis vint le matin, je l'ai trouvée brosser ses nouvelles boucles dans le miroir. Elle s'est tournée vers moi et a demandé, « Pensez-vous que je vais jamais le développer longtemps ?»« Seulement si tu le veux. » Je pourrais, dit-elle, tordant une douce boucle entre ses doigts. Mais j'aime un peu ça comme ça. J'ai souri. Cela vous convient. Cela me fait me sentir vite, dit-elle, comme si je pouvais courir plus vite et sauter plus haut. Je me suis agenouillé à côté d'elle. Vous pouvez tout faire maintenant. Elle m'a serré et féroce. Et à ce moment-là, je savais quelque chose que je n'avais pas osé croire il y a des semaines. Elle ne se faisait pas seulement guérir. Elle devenait. Cela faisait 6 mois depuis la décision de la cour, et la vie s'était repliée en quelque chose de proche de la paix. Pas parfait, pas facile, mais silencieux dans la manière qui comptait. Zaria était à nouveau elle-même. Pas la version d'elle qui avait été meurtrie et prudente, mais le vrai. La petite force brillante, maladroite et non filtrée qui colore à l'extérieur des lignes exprès juste pour voir ce qui se passerait. Ses cheveux étaient devenus un halo de boucles serrées qu'elle portait comme une couronne. Elle ne l'a plus caché. Elle a laissé le vent le tirer.
Laisser le soleil réchauffer son cuir chevelu. Et parfois, lorsque l'ambiance la frappait, elle accessoiriait avec des clips scintillants qui ne correspondaient à rien qu'elle portait. Elle a aimé ça de cette façon. Elle a dit que cela la rendait imprévisible. Je lui ai dit que cela la rendait puissante. Nous avons eu une nouvelle tradition du samedi. Promenade dans le parc Westbrook, le chocolat chaud du corner café et s'arrêtant au lac pour nourrir du pain périmé en canard qui ne semblait jamais se rassasier. Ce matin-là, la brise portait la légère parfum de pop-corn du vendeur près du carrousel. Zaria tira sur ma manche alors que nous traversions le chemin près de la fontaine. « Pouvons-nous obtenir le Big Bag cette fois ?» demanda-t-elle, les yeux écarquillés. « Je ne le renverserai pas, promesse ?» J'ai souri. « Vous dites cela chaque semaine. Mais je veux dire ça cette fois. Nous avons le gros sac. » Elle le berça comme un trésor alors que nous nous promenions vers le bord du parc. C'est le genre de journée qui a rendu difficile de se rappeler à quel point les choses avaient été brisées jusqu'à ce que je la voie. Delilah s'asseyant à l'extérieur d'un magasin fermé près de la gare routière, se coucha avec une tasse en papier fissurée entre ses mains. Ses vêtements étaient bouleversés, ses cheveux un brin terne maintenant, les racines se montrant, le maquillage s'estompait, les lèvres sèches. Il n'y avait aucun signe de Grégory. Pas de poussette chère, pas de sac à main de créateur, juste Delilah assis sur une caisse de lait essayant de rester invisible. Je ne l'ai presque pas reconnue, mais Saria l'a fait. Elle s'arrêta à mi-chemin, le sac de pop-corn qui frappe dans ses mains. « Papa » murmura-t-elle. J'ai suivi son regard. Delilah se déplaça sur la caisse, ses genoux se retirent bien, ses doigts se courbant autour du bord de la tasse. Elle leva les yeux injectés de sang, le visage pâle, puis son expression a changé. Pas de regret, pas de l'humilité, de l'amertume. « C'est ce que tu voulais, non ?» murmura-t-elle, sa voix tranchante et Orsearo. « Tu gagnes enfin. » Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas clignoté. La main de Zaria a trouvé le mien. Ses doigts petits mais stables. Le rire de Delilah est sorti de la veille. Pour émerger de l'épave. Pièce par morceau, Delilah se moqua. Vous êtes tellement autonome. Vous pensez que cela vous rend meilleur? Non, dis-je. Mais cela la rendait plus sûre. J'ai regardé Zaria alors, et pour le plus bref instant, je l'ai vue hésiter. Pas par peur, par compassion. La partie d'elle qui se souvenait encore des berceuses et de la Pancake-Sinda. La partie qui voulait croire que les gens pouvaient changer. Quelque chose? J'ai cligné des yeux. Tu n'as pas à le faire, bébé. Je sais, dit-elle. Mais peut-être qu'elle en a besoin. J'ai tendu dans ma poche et j'ai sorti une pièce de monnaie, une vieille argent que j'avais trouvée coincée dans nos coussins de canapé plus tôt cette semaine. Pressée vers sa poitrine comme un bouclier. Maintenant. Saria n'a pas tressailli. Elle se pencha en avant, laissa tomber la pièce dans la tasse et dit, « J'espère que tu te sens mieux, madame. » Madame, pas maman. Pas maman. Juste madame. Puis elle s'est retournée et est retournée vers moi. Nous avons continué à marcher. Elle n'a pas demandé à en parler. Elle n'a pas pleuré point partir. Et je savais qu'elle n'aurait plus jamais besoin de regarder en arrière. Ce soir-là, nous étions assis sur la véranda avec des chopes de cidre chaud. Les étoiles commençaient à percer le ciel bleu marine, et Zaria s'appuya contre moi, sa voix à peine plus forte que la brise. « Tu crois que les gens finissent toujours là où ils le méritent ?» Je baissai les yeux vers elle. Je pense que les gens finissent là où leur choix les mène. Parfois, c'est la même chose. Elle hocha lentement la tête. Elle ne dit pas merci. Elle ne savait peut-être pas commenter. Je suis content de l'avoir fait de toute façon. Je le suis aussi. Nous sommes restés comme ça un moment, en regardant le ciel, laissant le silence s'installer autour de nous. À l'intérieur, ses dessins tapissent le réfrigérateur. Super-héros, roquette, fille avec elle et épée et bandeau rose vif. Elle a commencé à écrire de petites histoires pour les accompagner. Dans l'un, une fille aux cheveux brillants a sauvé la ville de la tristesse en utilisant uniquement sa voix. Je lui ai demandé comment son pouvoir avait été appelé. Elle a souri et a dit, « Vérité ». Alors que le vent bruissait les arbres et la lumière du porche bourdonnait au-dessus de nous, j'ai réalisé quelque chose que je n'avais pas auparavant. La guérison ne vient pas en même temps. Il n'arrive pas comme un colis à votre porte ou une épiphanie miracle qui efface tout. Il vient en morceaux, dans des moments calmes,
dans des promenades courageuses, dans des pièces tombées sans attente, en rires qui reviennent sans avertissement. Delilah était partie. Peut-être pas pour toujours, peut-être pas légalement, mais spirituellement. Elle ne tenait plus d'espace dans notre maison. Et la version de moi qui tolérais ces dégâts pour la paix, cette version avait également disparu. Zaria m'avait appris à quoi ressemblait la résilience. Pas du genre fort, pas de la rage ou de la vengeance, mais du genre qui se réveille chaque jour et choisit d'être doux dans un monde qui a essayé de vous durcir. Le genre qui sourit même après que quelqu'un ait essayé de le voler. Elle bâilla à côté de moi. Je l'ai ramassée, je l'ai transportée à l'intérieur et je l'ai glissée au lit. Elle n'a plus demandé la veilleuse, mais je l'ai laissée quand même. En éteignant la lumière du couloir et en marchant vers ma propre chambre, j'ai pensé à cette médaille. La façon dont il avait atterri avec une bouche douce dans la coupe de Delilah. Peut-être qu'elle le dépenserait. Peut-être qu'elle le jetterait. Mais peut-être, juste peut-être, cela lui rappellerait un jour que la gentillesse n'avait pas besoin d'une raison. Et pour Zaria, cela lui a rappelé qu'elle n'était pas la victime de personne. C'est elle qui avait le dernier mot, celui qui est parti, fort, entier, incassable et libre.